Bonjour et bienvenue dans le podcast des marqueurs du futur. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Laure de Cazenove, une constellatrice ordonnée. Bonne écoute. Bonjour Laure et merci vraiment d'accepter ce défi. Bonjour Julie. Oui, merci. Du coup, ce que je voudrais, c'est simplement déjà que tu me dises quelle est ton intention à travers le fait d'avoir répondu oui à ce podcast. Mon intention. Déjà, j'adore les rencontres. Donc, quand tu m'as sollicité, j'étais très heureuse de pouvoir te retrouver avec le temps qui s'écoule, les transformations qui se sont faites pour toi, un nouveau projet qui jaillit et le fait que tu as envie de m'inclure dans ce projet. Je trouvais ça tentant. C'était un nouvel espace d'expérimentation. J'aime beaucoup les expérimentations. D'accord, merci. Est-ce que tu peux commencer par le début qui es-tu, Laure? Alors depuis une douzaine d'années maintenant, je pratique le coaching, la psychothérapie. Je travaille beaucoup avec une approche qui s'est développée depuis que je pratique les constellations familiales et d'organisation. C'est-à-dire que ça m'a conduit à adopter une approche systémique. Et la rencontre avec les constellations a été déclenchante. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu l'occasion de faire une constellation pour moi dans un groupe, ensuite c'était une évidence, c'est un outil qui était pour moi et il infuse en permanence ma pratique. Voilà. Ensuite, pour dire un petit peu auprès de qui j'interviens, alors je travaille à la fois auprès de personnes en séance individuelle et aussi auprès de groupes. Alors, ce n'est pas forcément que des groupes de constellation, puisque j'accompagne aussi des équipes qui sont plutôt des équipes qui travaillent dans le champ du social. D'accord. Notamment des équipes qui vont soit travailler dans des centres socioculturels, soit dans des associations et beaucoup autour de l'accompagnement à la parentalité. Ça aussi, c'est un autre élément fondateur de ma pratique qui reste présent même quand j'accompagne au cours d'un coaching professionnel, parce que finalement, l'adulte que nous sommes aujourd'hui, il est nourri de l'enfant et de l'adolescent que nous étions. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'enfant ou l'adolescente que tu étais pour en venir à être qui tu es aujourd'hui? Alors, les souvenirs que j'ai de moi enfant et puis que quelquefois je retrouve en regardant des photos, je pense que j'étais une enfant qui avait déjà un grand goût pour la découverte, l'exploration. J'ai passé une grande partie de mon enfance à l'étranger parce que mon père travaillait dans le pétrole. Et pour moi, ça a été une vraie chance de vie. On déménageait tout le temps. Je crois que à un moment, j'ai compté, à 20 ans, j'avais déjà déménagé 20 fois à peu près, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'adorais ça. Moi, c'était vraiment... à chaque fois, il fallait très vite comprendre un nouvel environnement, s'adapter. Et puis, c'était l'occasion de rencontres très variées, diverses, avec des gens et avec des cultures. Parce que j'ai habité à la fois les Pays-Bas, l'Indonésie, Abu Dhabi. Et que mes parents adoraient voyager, donc on a avec eux vu encore plein d'autres choses que ces trois pays. Après, je dirais l'adolescence a été une période plus compliquée. D'abord parce que c'était une période où j'ai vécu plusieurs arrachements, il a fallu faire des deuils et peut-être que justement les deuils ne se faisaient pas parce qu'ils n'étaient pas vraiment accompagnés. On n'est plus tellement dans une culture qui sait accompagner les deuils et les ruptures. Donc il y a eu déjà, du fait de ces déménagements, notamment un très douloureux quand j'ai quitté l'Indonésie. Et je l'évoque parce que c'est très récent que ce soit devenu un souvenir et non plus une nostalgie poignante, avec laquelle je faisais, parce qu'on fait, mais j'ai même mis du temps à l'identifier. Voilà. Et puis, c'était beaucoup de changements, parce que rien que pour te donner une idée, j'ai fait mon collège dans 3 collèges différents et dans 3 pays différents. 3 pays qui étaient chacun à 6000 km de distance, c'est pas rien. Et ensuite, quand je suis rentrée, quand mes parents sont rentrés en France, et moi j'étais déjà en France depuis 1 an, j'ai fait mon lycée en région parisienne.
Et là, c'était très difficile parce qu'en fait, c'était comme si j'étais parachutée dans un monde que je ne connaissais pas. Les repères que j'avais n'avaient rien à voir avec ceux des adolescents que je rencontrais, qui avaient toujours vécu au même endroit, toujours été dans les mêmes groupes d'amis. Voilà, donc l'espace s'est réouvert pour moi à 18 ans quand j'ai commencé mes études. D'accord. Et donc tes études, tu les as faites en France? J'ai fait mes études en France. En fait, euh, j'ai fait une hypocagne et une cagne. Et c'était assez inattendu parce que depuis la seconde, j'avais très envie de devenir ingénieur bio, donc ingénieur agronome. Et c'est pour ça que j'avais fait un bac scientifique. J'avais fait un bac C à l'époque. Mais je pense que ça cadrait pas tout à fait avec les modèles familiaux. Hmm. J'étais dans une famille qui à la fois des parents qui étaient assez atypiques, puisqu'ils emmenaient leurs quatre enfants voyager dans les quatre coins du monde et quelquefois dans des endroits où moi, j'aurais pas emmené mes Ouais. enfants. Mais en même temps, voilà, des valeurs à la fois bourgeoises, aussi un peu aristocratiques, qui étaient croissantes. Et donc, une fille dans ces milieux-là, même il y a 30 ans, on ne lui faisait pas faire des études d'ingénieur. Hmm. Donc, comme je me débrouillais en maths, mais je n'étais pas une flèche en physique, mon père m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas plutôt faire une hypocagne? Ah, d'accord. Ok. Et, et puis j'avais aussi j'avais un réel goût pour le français. J'avais beaucoup aimé préparer mon bac de français. Ça s'était bien passé. Donc, et c'est vrai que ça a été une vraie révélation. J'ai adoré faire des études de lettres. Et ça a été très fondateur. Et ça reste très très présent aujourd'hui dans ma pratique. D'accord. Et en quoi spécifiquement c'est présent dans ta pratique? Alors, c'est présent d'une façon très concrète parce que depuis des années, je prépare des jeunes au bac de français, Ah oui. à l'écrit et à l'oral. Et j'adore faire ça parce que je trouve que c'est un espace de coaching pour des jeunes qui est fabuleux. Parce que en fait, le français, c'est un prétexte, on va dire, c'est une médiation. Mais en préparant à la fois l'oral et l'écrit français, on se prépare à ses futurs entretiens professionnels, on apprend à mettre en ordre ses idées, on développe son esprit critique, on façonne des repères dans sa culture générale. Donc, pour ceux qui aiment la littérature, ils vont en plus découvrir la littérature. Ceux qui l'aiment pas, on trouve des trucs et astuces pour affronter un examen qui n'est pas leur tasse de thé, mais je mets mon point d'honneur à les faire réussir. En tout cas, pour les faire réussir. À leur donner les clés pour qu'ils réussissent. C'est plutôt ça. D'accord. Ok. Alors justement, tiens, si aujourd'hui tu avais un message à passer à cette adolescente que tu as été, qui a vécu des moments, j'ai bien entendu, pas simples, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager à réussir son parcours? Je lui dirais que l'adolescence, c'est un âge où on s'ouvre à l'extérieur et qu'il ne faut pas hésiter à identifier dans notre environnement familial élargi ou extra-familial euh, des tuteurs. C'est-à-dire ce que Boris Cyrulnik appelle des tuteurs de résilience. C'est des gens qui vont voir en nous la petite lumière briller. Et à l'adolescence, souvent, on a du mal à se connecter avec. Et qui, parce qu'ils la voient, ils vont nous aider à lui faire confiance. Et c'est cette flamme-là qui va nous porter. Et je crois qu'elle nous porte très longtemps dans la vie, en fait. Et toi, t'en as eu des tuteurs qui ont su voir cet éclat, cette étincelle en toi? Oui, oui, oui. Il y en a certains auxquels je pense encore, ouais. Alors, est-ce que tu veux bien Un nous ami en de mes partager un? parents, quand on habitait l'Indonésie, je devais avoir 12-13 ans. Et alors c'était un petit monsieur tout sec, il était un peu plus âgé que mes parents, il avait ses enfants plus tard. On l'appelait Bambi. En fait, il était d'origine espagnole, il avait fait la guerre d'Espagne. Et c'était quelqu'un qui avait, en tout cas, avec moi, une faculté à se brancher sur l'essentiel de l'être qui m'a beaucoup touchée, quoi. Et je ne sais plus très bien ce qu'il m'a dit, mais je crois qu'il avait une qualité d'être qui faisait que, par sa présence, il a installé des espaces de confiance en moi que je continue à activer. Superbe, superbe. Et
Alors justement, à travers, tu parlais des constellations tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Les constellations. La première rencontre, c'est un atelier dans lequel je pose ma première constellation à Paris. Ça doit être en 2006. Une femme qui s'appelle Marianne Granic. Et là, c'est le grand déménagement. En fait, c'est la coach avec laquelle je me formais au coaching qui m'avait parlé de cet atelier, qui était présente aussi. Elle m'avait décrit un petit peu, mais c'est extrêmement difficile à décrire. Parce que les constellations, ça se vit, ça peut pas s'expliquer. Parce que déjà, c'est une expérience de groupe et qu'on va faire avec son corps, non pas parce qu'on va toucher les autres, se mettre en contact avec le corps des autres, mais parce qu'en fait, on va utiliser notre corps comme une antenne réceptrice et émettrice d'informations et qu'on va mettre au travail, qu'on va mettre au service d'une question. Et d'une question qui se pose dans la vie d'une personne, du groupe, qui va vouloir qu'on travaille pour lui. Et ce qui va émerger nous fait réaliser qu'en fait, on n'est pas tout seul au pilotage de nos vies. Qu'en fait, on est accompagné de plein de gens, et notamment de beaucoup de gens qui appartiennent à notre arbre généalogique. Et par le biais des constellations, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va surtout mettre en évidence ceux qui nous accompagnent de façon non visible et justement inconsciente. Et pourquoi? Parce que ces accompagnements-là, ou ces présences, qui sont surtout d'ordre émotionnel, elles se manifestent dans nos vies par des empêchements de faire ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on va appeler des symptômes. Et on va utiliser les constellations pour lever les symptômes. Ils nous accompagnent aussi dans des choses qui marchent très bien pour nous. Mais là, on ne va pas utiliser une constellation puisque ça marche bien et ça nous porte. Donc, dans les endroits où ils sont nos sponsors, on va juste bénéficier pleinement de l'aide de nos ancêtres. On va plutôt aller avec la constellation identifier ceux dont on porte souvent les souffrances. C'est souvent ça qui nous entrave. Et on le fait par amour. On porte les souffrances de nos ancêtres par amour. Mais ça ne sert pas à grand-chose parce que autant on peut agir sur sa propre vie, autant on ne peut pas agir sur la vie de quelqu'un d'autre et on ne peut pas porter la souffrance de quelqu'un à sa place. Voilà. Donc le but essentiel de la constellation familiale, en tous les cas, c'est de remettre un petit peu d'ordre dans les liens et de passer des liens qui ficellent, qui nous entravent, à des liens qui libèrent. Parce qu'il ne s'agit pas de couper les liens. Au contraire, il s'agit de faire circuler à travers les liens ce qui va nous donner de l'énergie pour aller dans nos vies. Voilà. Et peut-être qu'à travers cet éclairage, tu veux, toi, ajouter quelque chose puisque tu as vécu une expérience de constellation. Merci de me renvoyer à ça. De toute façon, je trouve que c'est un outil qui est extrêmement puissant et extrêmement libérateur aussi. Alors moi, j'ai fait plusieurs constellations, mais ce que je peux dire, c'est que celle que nous avons faite ensemble a révélé quelque chose de très important pour moi, c'est la capacité que j'ai à la fois prendre soin de ma fille, de ma famille et prendre soin de moi et de mon travail, tout à la fois. Donc voilà, ça a été vraiment une délivrance parce que je drainais, je pense, des choses qui ne m'appartenaient pas. Et ça m'a donné beaucoup de puissance pour réaliser ce que je fais aujourd'hui. Donc je ne peux que conseiller de faire des constellations familiales et c'est pour ça que je souhaite que vraiment on continue à travailler ensemble en partenariat parce que je pense qu'il y a vraiment une complémentarité entre nous qui est très forte. Donc voilà ce que ça m'inspire, voilà cette question là tout de suite. Est-ce que à travers ces constellations, donc je te disais, bon, j'en ai fait plusieurs. Est-ce que toi, tu as une singularité, quelque chose que tu fais spécifiquement ou différemment, ta patte à toi, ce serait quoi? Oui, alors il y a plusieurs éléments dans ma patte. La première chose, c'est que
bon, les constellations ont été créées il y a une trentaine d'années maintenant par Bert Hellinger, qui est allemand. Il y a des gens aujourd'hui qui pratiquent les constellations sans se sentir très en lien avec Bert Hellinger. Moi, je suis très en lien avec lui. Je trouve que c'est un homme qui était profondément inspirant. J'adore lire ses livres. Alors, je ne les lis pas de A à Z, je les lis dans le désordre. Je les ouvre au hasard et je lis ce qui me vient sous la main. Parce que je crois que ce n'est pas des livres vraiment faits pour être... ce n'est pas des discours, ce n'est pas des démonstrations. C'est un récit de voyage. Voilà. C'est la somme des observations, des compréhensions, des constats que Bert Hellinger a pu faire tout au long de sa pratique de constellateur et qu'il a eu la bienveillance et l'intelligence de poser dans des livres, parce que ce sont des choses qui, si on ne les écrit pas, s'effacent très vite. Moi, j'en fais l'expérience dans ma pratique. Quelquefois, je prends le temps de poser les choses parce que surgissent des informations qui sont vraiment intéressantes et qui vont pouvoir se reproduire d'une constellation à l'autre. Mais ça prend du temps et donc je ne le fais pas si souvent que ça. Donc je reste très proche des choses qu'il a fait émerger et qui nous font gagner du temps pour faire avancer une constellation et qui, à mon sens, donnent de la profondeur au travail, nous rendent aussi rigoureux, exigeants et développent notre qualité d'écoute et de clairvoyance. Ensuite, je dirais qu'un autre aspect de ma patte, c'est je suis curieuse. Mais ça, finalement, curieuse et créative. Mais ces autorisations, d'une certaine façon, je les reçois de façon indirecte de Bert Hellinger. Bert Hellinger, au départ, ne souhaitait pas qu'il y ait des formations aux constellations familiales. Il disait, vous assisterez aux ateliers et puis, à force d'en faire, vous saurez faire. Bon, ça fait quand même gagner du temps de se former parce qu'on va plus vite pour comprendre. Et moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que je pense qu'il a voulu un outil où il n'y aurait pas de normes, de règles et de bonnes ou de mauvaises façons de faire. Et donc, il nous a fait le cadeau d'une immense liberté. Et c'est cette liberté qu'il nous donne en amont. Moi, je n'ai jamais rencontré Bert Hellinger. J'ai été formée par une Allemande qui avait qui avait cheminé avec lui et qui s'était formée auprès de lui. Et moi, je ne l'ai jamais rencontré. Et cette liberté-là me donne la possibilité, voilà, d'être à la fois fidèle à l'outil d'origine, on va dire, même s'il est libre, et en même temps d'oser des nouveaux trucs. Donc, par exemple, là, avec le début du confinement, je me suis dit, ça fait longtemps que je pratique les constellations individuelles à distance. J'ai envie de voir si c'était possible en groupe. J'ai fait un premier atelier expérimental, très bien fonctionné. Et donc, là, cet après-midi, je vais animer le 4e. Voilà. Et ça fonctionne très, très bien. Et c'est tout à fait stupéfiant parce qu'on peut avoir des personnes dans le groupe qui sont à 1000 km, 1500, et ça ne gêne en rien les ressentis corporels. Les informations circulent. Et puis ma troisième patte, c'est que je dirais que ma coloration de praticienne en constellation, je suis sans doute très réceptive et sensible aux principes d'ordre. Voilà. Il y a 3 grands principes qui régissent les systèmes. Ils n'ont pas été décrétés d'office, ils sont apparus au fil du travail. Le principe d'ordre, le principe d'appartenance, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Mais moi, je crois que ce qui m'anime en tant que constellatrice, principalement, c'est de voir comment je peux porter ma petite contribution à remettre un peu d'ordre dans le système pour que l'amour circule mieux entre les personnes du système et donc que ça émancipe une personne qui est venue faire une constellation avec moi. La façon dont tu fais circuler l'amour entre les personnes, voilà, c'est... En fait, moi, je fais rien de spécial, mais je crois que c'est un des buts les plus profonds du travail en constellation. Et l'amour circule par les yeux. Donc, en fait, ce qui va nous guider en tant que constellateur dans la constellation, c'est le regard entre les participants à la constellation. Et plus on voit que les regards s'accrochent l'un à l'autre, plus on sait qu'on est en train d'arriver au bout de la constellation. Donc, c'est fondamental. Alors, dis-moi, Laure, quelle est la couleur qui
te traverse là, juste en ce moment? C'est un bleu profond qui est venu, Mmh, d'accord. assez dense. Mm. Et et il a une symbolique particulière pour toi, ce bleu? Bah, écoute, là, je le trouve apaisant et je trouve aussi qu'il, tout d'un coup, quand je l'ai vu, il m'a rassemblé. Il m'a rassemblé en moi. Et j'étais un petit peu étonnée parce que c'est pas une couleur que j'ai sous les yeux, j'ai plutôt du beige, mais je sentais que ça, c'était la couleur que je voyais, c'était pas la couleur qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé un petit silence parce qu'il fallait que la couleur revienne de l'intérieur de moi. Voilà, c'est pour ça qu'elle est arrivée. Mmh. Et ça me fait du bien de m'être connectée à. C'est un peu comme une source, en fait, là. Non, bah, merci, parce que tu vois, voilà comment je suis une expérimentatrice. Ouais, bah, c'est ça se sent en tous les cas. Si tu avais un je vais dire un conseil, j'aime pas trop le mot, mais une clé à proposer aux auditeurs sur le chemin que toi tu parcours, voilà un truc que tu as compris, tu as pris conscience de ça, ce serait quoi? Euh, alors, ça va être en deux temps. Ce que j'ai compris, c'est que plus on est relié à soi, mieux on se sent dans la vie. Et que se relier à soi, ça prend sans doute toute une vie. La boucle est bouclée. Donc, j'ai pas fini. Et après, donc, si ça devait être un conseil, ben, ce serait, je vous invite tous à tenter cette magnifique aventure qui peut se faire de multiples façons. Elle peut se faire dans un travail sur soi, comme on le fait au coaching ou en psychothérapie. Mais elle peut se faire dans une pratique artistique, elle peut se faire en se donnant corps et âme à sa passion, en s'investissant auprès des autres. Il y a plein de façons de réaliser. Bon, bah écoute, super. Écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et vraiment les secrets aussi que tu nous as délivrés sur toi et sur ce que tu incarnes au quotidien à travers ce que tu fais. Donc voilà, merci, c'était vraiment très précieux. Et puis j'espère que tu as passé un bon moment. Un grand merci à toi, Julie. J'ai Merci. passé un très bon et très beau moment. Et j'avoue que je suis émue là. Tu m'as permis aussi d'aller rencontrer quelque chose en moi qui est précieux et de passer de ah, il faut que je parle de moi et donc que je sois en train de me relier à ce qu'on doit percevoir de moi, à ce que je suis vraiment, et c'est un très joli cadeau. Merci. Ah, merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt, Julie. Et bien voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez été inspiré